Voilà. Bien, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors j'espère qu'il y aura du monde parce que c'est les vacances en ce moment. Là, je vois qu'on est 5 au tout début du stream. Bienvenue à Mister Jack Bond, bienvenue à Martial et Lucie DV. Alors bonjour Didier et les autres. Eh bien, bienvenue à toi Lucie. Alors aujourd'hui j'ai un certain nombre de sujets à traiter. On va un peu traiter de l'actualité de Zilio et puis après on traitera les deux sujets que j'ai annoncés qui sont le scan de code barre et puis quel était le deuxième offline. Voilà. Donc, comment rendre une application complètement offline. Lucie rencontrée à la keynote de Time Tonic. Oui, effectivement, je me souviens. Ok. Alors, est-ce que tout est bon? Est-ce que le son, j'imagine que le son est correct parce que vous m'avez répondu, tout semble ok. Alors, le premier sujet, alors j'ai pris des notes. Le premier sujet dont je voulais parler, alors je ne vais pas le démontrer, je vais juste en parler. C'est à propos de l'intégration des Google Sheets, puisque vous savez que Zilio supporte les Google Sheets. C'est ce qui permet, si je vous montre n'importe où, je ne suis pas sur le bon environnement, là. Je suis dans l'environnement de test. Donc si on va dans Données, ici on peut avoir à la fois des tables Zilio, on peut avoir des tables Google Sheet, Airtable, Time Tonic et des tables complètement externes via REST. Et donc récemment on a fait des changements. Ah oui, je n'ai pas configuré, je n'ai pas connecté Google. Mais on a fait des améliorations dans Google Sheet qui permettent notamment de détecter les formules. C'est-à-dire que si vous avez des colonnes avec des données, bon, tout va bien, Zilio va les détecter, va même détecter les types de vos données. Et en fait, quand il y avait des formules, Zilio ne les détectait pas. Et du coup, Zilio recevait le résultat de la formule. Par exemple, si vous additionniez, je ne sais pas, colonne 1, colonne 2 pour donner la colonne 3, Zilio recevait 12, par exemple, qui était 5 plus 7. Et en fait, Zilio, par la suite, lorsqu'on faisait une modification, écrasait la formule par sa valeur. C'est-à-dire qu'on perdait la formule et à la place, on avait une valeur comme 12, par exemple. Donc ça, on l'a fait évoluer cette semaine. Ça sera livré ce week-end. Donc vous l'aurez dès lundi. Donc ça, c'est une bonne amélioration sur les intégrations Google Sheet et on l'a rendu compatible aussi avec la sélection des colonnes lorsqu'on met à jour. L'autre sujet, je vais passer rapidement, c'est à propos d'un gros sujet sur lequel on travaille depuis un trimestre, là, depuis janvier, qui est le support de grandes tables. Alors, on ne sait pas trop encore comment l'appeler. Les Américains l'appellent souvent Big Tables. Vous voyez. Donc on verra si on les appelle grandes tables. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des tables ici qui vont supporter davantage de données. Donc aujourd'hui, on limite à 50 000. On sait qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait aller jusqu'à 100 000, voire 200 000. Mais en fait, pour aller au-delà de cela, pour aller à 1 million, voire 10 millions, on sait qu'il faut changer de modèle de données. On sait qu'il faut implémenter sous d'autres concepts. Par exemple, les imports-exports doivent être asynchrones. Et puis même le modèle de données, en fait, il n'est pas celui qui existe actuellement, qui est très rapide. Il n'est pas très adapté, il n'est pas très scalable pour supporter des millions de données. Donc on est en train de travailler dessus. On est assez content du résultat et je voulais vous faire une petite démo. Et d'ailleurs ici, non, c'est pas ici. Je vais aller dans un autre projet. Ici, c'est un environnement de dev qui tourne sur ma machine. Je vais aller sur l'application BigTables. Voilà. Et vous allez voir ici dans Données, j'ai des tables classiques. Vous voyez ici l'utilisateur avec une icône orange. Et j'ai deux grandes tables. C'est pas encore. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je trouve que grande table, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est la traduction de BigTables. Et donc, vous voyez ici, l'icône est différente. On est plus sur les bleus. Puis voilà, elle montre qu'il y a un peu plus de colonnes, un peu plus de lignes. Je ne sais pas si ça va être l'icône définitive. Mais en tout cas, voilà, on aura deux types de tables. Du coup, on aura des tables classiques et des grandes tables.
qui, elle, supporte bien plus de données. Donc ici, j'ai une table qui contient 10 millions, 1 million, je vais commencer par celle-ci, 1 million de produits. Donc ce sont des légumes, hein. En fait, c'est la table d'exemple que vous voyez ici, produit, qui a été dupliqué avec de l'IA, avec des données complètement aléatoires. Et en fait, on a rempli une table avec 1 million, on a rempli une deuxième table avec 10 millions. En fait, je voulais juste vous montrer où est-ce qu'on en était. Donc en fait, ici, j'ai un écran qui contient une liste dont les données viennent d'une table d'1 million, donc celle qu'on a vue. Et ici, j'ai un deuxième écran avec une deuxième liste dont sa source de données est sur 10 millions. Vous voyez, les performances sont plutôt bonnes, hein. Regardez, je vais rafraîchir, je vais changer d'onglet. Vous voyez, je reviens, c'est quasiment instantané. Et pourtant, on accède vraiment à des tables qui contiennent 10 millions d'enregistrements et 1 million d'enregistrements. Là, par exemple, celle-ci, elle fait 1 giga stocké sur la base de données. Celle-ci, elle fait 10 gigas à peu près. Voilà, donc on est vraiment sur des données assez massives. On est sur des algorithmes beaucoup plus optimisés, une structure de données beaucoup plus optimisée. Et vous voyez, le résultat, c'est quasiment instantané. On peut même ajouter des filtres. Je vais le faire sur la très grande. Regardez, ici, je rajoute un filtre et je lui dis le nom est égal à pomme. Vous voyez, c'est quasiment instantané. Et pourtant, ce n'est pas un serveur, hein, c'est vraiment ma machine. Et vous voyez, ici, on retrouve tous les éléments de type pomme. Ici, sur celle d'1 million, voilà, on pourrait trier aussi, ce qui est quelque chose de pas facile à faire. Voilà, vous voyez, donc là, c'est trié par ordre alphabétique, dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, c'est instantané, voire quasiment instantané. En fait, ce qui prend le plus de traitement, ce sont les tris, parce que les tris, on n'y échappe pas, il faut vraiment tout scanner pour proposer le bon tri. Le filtre est un peu moins gourmand, parce que le filtre présélectionne quelque part, il permet de traiter un sous-ensemble, et pas forcément la totalité de la table. Voilà, je voulais vous faire un petit point grâce à cette petite démo là qui est sur mon PC de développement. Donc c'est assez prometteur. On continue à travailler sur ce sujet qui devrait se terminer normalement vers la fin du mois. Donc ce sera une nouvelle fonctionnalité qui arrivera avec, et c'est là aussi que je voulais vous en parler, c'est le troisième sujet, c'est à propos des tarifs. Et dans les tarifs, on commence à introduire un plan un peu plus B2B, un peu plus grand compte, qui vous permet aussi de vous projeter. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez avec Zilio professionnel, puis entreprise, ça arrive hein, chez nos clients, hein. Ils commencent avec un périmètre plutôt raisonnable, avec des fonctionnalités essentielles hein, qu'on attend au niveau professionnel, comme le domaine personnalisé, davantage de données, puis évidemment le branding Zilio qui est supprimé. Souvent, on passe du plan professionnel à entreprise, même si, en fait, on doit avoir 90% des plans hein, qui sont sur entreprise directement. On a peu de plans hein, sur professionnel. La plupart sont sur entreprise. Et donc, on va introduire, voilà, on s'engage déjà, en fait, à introduire un nouveau plan qui s'appellera Entreprise Plus, où on proposera justement les 10 millions de lignes, le SSO, on proposera aussi une gestion d'équipe, c'est-à-dire qu'on pourra se connecter à plusieurs à l'outil Zilio, partager nos applications, et même plus tard collaborer sur le même projet en même temps. C'est-à-dire que vous verrez les deux curseurs, des deux makers en train de travailler sur la même application avec une gestion pour être sûr qu'on n'écrase pas les changements de l'un et l'autre. Donc ça arrivera au courant de l'année. Mais en tout cas, ce plan va sortir dès que les 10 millions de lignes seront disponibles, normalement à la fin du mois. Voilà. Et on aura ces deux fonctionnalités disponibles, plus le kit de développement. Et puis, on va aussi documenter nos engagements en termes de SLA. OK, et puis l'équipe arrivera un peu plus tard.
Voilà. Donc, tout ça, ça vous permet de vous projeter. Hein. C'est-à-dire que si vous envisagez d'utiliser Zilio pour vos projets, qui peuvent devenir de plus en plus ambitieux, ou même pour votre entreprise, hein, vous vous dites finalement, attention, si je pars sur entreprise, j'ai pas vraiment de visibilité sur qu'est-ce qui se passe si l'application grossit, si elle a du succès, si on a besoin de davantage de données, si on a besoin de SLA ou une collection SSO, peu importe. Là, maintenant, vous pouvez vous projeter. Vous pouvez dès aujourd'hui partir sur le plan entreprise et dans quelques mois, aller sur l'entreprise plus qui permet d'aller bien au-delà, puis avec des engagements documentés. Voilà. Alors le prix n'est pas encore définitif, mais voilà, il semblerait qu'on partirait sur ce tarif. Après, à voir dans les détails si vous avez des besoins un peu plus personnalisés qui nécessiteraient un tarif personnalisé. Voilà, donc vous voyez, Zilio Scale permet d'adresser des projets à grandes échelles maintenant, puisque notamment sur la gestion des données, on peut aller bien au-delà des 50 000 lignes de données de manière très sereine. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces premiers sujets, sur la gestion des formules en Google Sheet, le support de 1 million, 10 millions de lignes, le nouveau plan. Et puis, sinon, on va commencer les sujets que je voulais traiter aujourd'hui, qui sont le scan et l'offline. Ok, alors pour vous connecter, hein, pour ceux et celles qui ne savent pas, il suffit d'aller sur zilio.fr ou zilio.com. Puis vous avez ce bouton « Se connecter » qui vous permet d'accéder à l'outil. Voilà, donc là je suis connecté sur zilio.one, donc c'est un serveur qui se trouve en France. Et je ne suis pas connecté avec le bon compte, donc je vais me déconnecter, je vais me reconnecter avec le compte que j'utilise habituellement pour le stream. Voilà. Et puis, on va créer une application et puis on va parler du scan. Voilà. On va créer une petite application qui adresse le scan. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là dans le chat. Ok. Je vois qu'il n'y en a pas. Ok, on continue. Donc, on va parler du scan. Et donc, c'est la possibilité, en fait, avec un téléphone, tablette. J'ai jamais essayé avec un PC portable ou un Mac, mais j'imagine que ça doit être possible. Donc, c'est la possibilité, évidemment, de scanner un code barre. Et donc, Zilio propose cette fonctionnalité. Et je le précise, hein, elle n'est pas limitée au QR code. On parle souvent de QR code. En fait, le scan de Zilio permet d'adresser tout type de code barre. Vous voyez même les codes barres plats qu'on voit dans les magasins sur les produits. Ils peuvent être utilisés, en tout cas, ils sont compatibles avec le scan de Zilio. Je crois que c'est documenté. On va regarder ensemble. Alors, je ne sais plus où c'est. Si on va dans la FAQ, peut-être. Ah, voilà. Écoutez, c'était le premier sujet. Quels sont les formats QR code supportés? On devrait mettre code barre supporté. Donc, on a le QR code, l'Astec, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, on a le code 39 qui est assez classique. Et puis, voilà, vous voyez tous les types de code barre que Zilio supporte en interne. Vous voyez, ce n'est pas uniquement les codes barres. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer une petite démo. Et pour cela, on va, comme d'habitude, on va utiliser une table produit. Donc, la table produit, c'est une table d'exemple qui est disponible comme point de départ à tout le monde. Et qui contient 10 fruits et légumes avec une photo, des catégories. Vous voyez, c'est un peu varié. Et donc, elle est assez sympa comme point de départ. Notamment si vous montez une boutique, hein, ça vous donne la structure d'un produit que vous pouvez utiliser. C'est compatible avec Stripe également. Vous avez une structure qui est directement compatible avec Stripe. D'ailleurs, on a un stream qui porte sur ce sujet et on a utilisé cette table.
Donc, on a une table produit et on va se contenter de l'afficher. Donc, je vais supprimer cela et on va lister notre table produit. Voilà. On simule. J'ai oublié d'indiquer que c'était le premier écran. Voilà, on simule et on a nos produits. Alors, jusqu'ici, tout va bien, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce que je vais vouloir faire, c'est trier ou filtrer, je dirais plutôt. Je vais vouloir filtrer mes produits en fonction d'un scan. Donc, on va aller dans Données. Et je me suis dit qu'on allait utiliser un identifiant. Il faut évidemment un identifiant unique pour reconnaître l'un de nos produits, l'une de nos lignes dans cette table. Donc, j'ai pensé utiliser l'identifiant prix. Okay, donc, je vais copier-coller celui-ci. Et on va aller sur un site qui génère des codes barres. Code barre, QR code. Générateur. Bon, je ne sais pas si c'est. Ok. Texte. Et donc là, je vais demander la génération d'un code. Alors, il l'a fait ou il l'a pas fait là? Ouais. Donc, on dirait qu'il l'a fait. Hein. Ça doit être celui-là. Bon, je vais vérifier. En fait, l'idée, c'est que j'utilise ce code barre. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, j'ai mon code barre. Il faut imaginer que ce code barre, c'est une étiquette qui se trouve sur un produit ou qui est numérique, peu importe, mais c'est le code barre qui permet d'identifier le produit. Et dans ce cas-là, on va retourner dans notre app et on va lancer une petite procédure de scan. Et pour cela, on va créer un bouton normal et on va le glisser ici. Et on va l'appeler scanner. Scanner. Et puis, on va configurer son action. Alors dites-moi si vous êtes toujours là, je vois qu'il n'y a pas de... Normalement, on n'a pas été coupé. Et on a normalement ici une action scan. Voilà, scan QR code. Alors c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler scan code barre en fait, parce que c'est tout type de code barre. Donc je vais l'appeler code tout simplement. Donc en fait, ce que fait cette action, c'est qu'elle va lancer l'appareil photo du téléphone, lancer un scan, une détection de QR code ou de code barre, et mettre le résultat de ce scan dans cette variable qui s'appelle code. Okay. Et donc, je vais maintenant... voilà, on va y aller étape par étape, comme d'habitude, on va prendre notre temps. Et puis, on va afficher le code, justement. Donc, je vais prendre un libellé avec texte. Je clique sur variable. Et ici, je récupère ma variable code que j'ai renseignée ici. Vous voyez, c'est pour ça ici qu'on me met une icône de bouton. Parce que cette variable code est définie dans ce bouton. Ok. Donc, je le mets juste en dessous. Voilà, donc à ce stade-là, je n'ai pas d'interaction avec ma table produit. On n'a rien filtré. Là, ce que je m'attends à voir, c'est le code barre, enfin la valeur du code barre, juste ici. Voilà. Si je simule avec mon PC, je ne vais pas pouvoir. Donc, ce que je vous propose, on va publier. Voilà. Et on va tous pouvoir tester, en fait. Donc, je vous invite à prendre votre téléphone et on va scanner. On va lancer cette application. Donc, ça, vous savez le faire. Ça va être scanner ici ce code barre et vous allez accéder à l'application que je viens de créer à l'instant. Vous voyez, c'est assez rapide avec Zilio. Vous créez un écran, vous faites publier, vous allez directement. Et donc, je clique. Alors, vous voyez, j'ai mon app ici. Je clique sur scanner. Voilà, donc j'ai ici un détecteur de code barre. Voilà. Et je vais scanner maintenant cet écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit, je ne sais pas du tout.
voyez, donc on a bien le code qui s'affiche juste en dessous. Alors, une fois qu'on a le code, on en fait ce qu'on veut. C'est une variable. Nous, on va l'utiliser pour filtrer nos produits. On peut très bien l'utiliser pour envoyer cette donnée à un serveur. On peut très bien créer une table avec tous les scans qui ont été effectués. Ici, je peux créer une table scan avec je sais pas, l'identifiant de l'utilisateur, la date, la valeur qui a été scannée, le produit qui a été détecté, etc. Enfin, on en fait ce qu'on veut, c'est une variable. On peut l'envoyer par email, on peut envoyer une push notification. Vous voyez, en fait, tout le panel de possibilités. Je vous parlais de créer une ligne, mettre à jour une ligne, push notification, faire un paiement, envoyer un SMS, peu importe, tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette donnée, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, nous, on va l'utiliser pour filtrer. Donc, on va sélectionner cette liste et nous allons filtrer sur l'identifiant. Si vous vous souvenez, c'était l'identifiant égal à, et ici, la variable code. Voilà, et Martial nous dit, tu peux ajouter le filtre de la table selon la variable. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on va faire effectivement ici. Si j'ai bien compris ta remarque. Et donc ici, alors je ne vais pas en simuler, j'ai l'habitude de simuler, mais là, je ne vais pas simuler. Donc on va mettre à jour. Et donc là, alors dites-moi si vous avez essayé et si ça fonctionne pour vous. Voilà. Donc pas besoin de rescanner, vous voyez là je ne rescanne pas, je fais juste rafraîchir. Voilà, donc là j'ai effectivement un écran vide, la liste est vide. Et je fais scanner. Je vais scanner, voilà. Ça va immédiatement fonctionner, regardez. Donc ici on n'a bien que la pomme. Voilà. Alors, est-ce que vous suivez? Ça vous paraît sympa comme fonctionnalité? On va fermer ça. On va fermer ça. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous avez ici un bouton, on y met une action, scanner. On récupère la valeur dans le code et on en fait ce qu'on veut. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. On va essayer avec un autre. Là, c'était pomme. On va prendre un autre ici. On prend n'importe lequel, celui-là. On va changer. Voilà. Et on va retester. Je le fais scanner. Voilà. Voilà, cette fois-ci, c'est les carottes. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire en soi. Mais vous voyez, en combinant cette fonctionnalité avec toutes les autres fonctionnalités dont on a parlé dans Zilio, voilà, vous avez de quoi faire pour agrémenter vos applications puis supporter des besoins réels. On a un client, c'est une bijouterie. Et en fait, les bijoux, quand les bijoux sont de retour, alors je ne sais pas trop dans quelles conditions, en fait, quand ils sont de retour, ils sont scannés. Ou quand ils sont livrés, je ne sais plus le détail, mais en fait, ils sont scannés et ensuite on fait une recherche dans une table Airtable. Donc c'est utilisé au quotidien. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, vous voyez, c'est assez simple, une fonctionnalité assez simple en soi à utiliser. Je rappelle, s'il y en a qui viennent juste là, sur le stream, on a utilisé l'action scanner QR code. Je rappelle que ce n'est pas uniquement les QR codes, on aurait dû mettre code barre, ça aurait été plus large. On stocke le résultat dans une variable et on a utilisé la variable ici pour filtrer notre liste. Voilà. Ok, bah écoutez, c'était le premier sujet que je voulais adresser aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup.
le scan. Donc, c'était assez spécifique. Mais vous voyez, on l'a rendu extrêmement simple avec Zilio. Voilà. Donc, c'était le premier sujet. Alors, je regarde s'il y a des questions. En attendant, je vais créer l'application offline pour qu'on puisse travailler sur de l'offline. Alors, Yves nous dit, ça va bien, merci. Une marche au soleil te revigore. Ouais, il fait beau, hein. Je vois juste derrière moi. Ça fait du bien, ça fait une semaine là, qu'on a du beau temps. Où est-ce que tu es situé, Olivier? Je suis en région parisienne, dans l'Essonne. Ok, on continue. Donc, un sujet dont on ne parle pas souvent aussi, c'est l'offline. Hein, c'est la possibilité, en fait, de lancer une application en offline. Donc, je rappelle, en fait, Zilio permet de créer des applications, vous l'avez vu, là, en quelques secondes. Hein. Je vous remonte très rapidement. Voilà, je prends un tab produit, je crée une liste, jury, peu importe, produit, je publie. Vous voyez là, en 2 secondes, j'ai créé une vraie app. Et c'est une app qui peut être évidemment lancée sur le téléphone. Donc là, je la lance. Alors, attendez, je vais scanner. Voilà. Une fois qu'on la lance, donc c'est une application web. Voilà, quand on la lance, vous avez un message qui vous invite à l'installer. Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un site web. Hein, c'est une application web qu'on appelle techniquement PWA. Et en fait, une PWA, c'est un standard d'application qui est implémenté sur Android, iPhone, mais pas que. C'est aussi implémenté sur ordinateur, sur macOS et Windows. Et en fait, elles ont des caractéristiques parce qu'on peut les installer. Alors, installer signifie que quand on l'installe, on a des raccourcis. On l'installe, on va la trouver comme un raccourci classique de vos apps. On la trouve comme une autre app. Et en fait, on ne fait pas vraiment la distinction entre une PWA, une app générée par Zilio, et une autre application, comme là, j'ai une application HP, j'ai une application LinkedIn. Et en fait, du point de vue utilisateur, on ne fait pas de différence. Ça reste une app avec un logo, une icône, et quand on la lance, ça lance l'application avec un logo qui s'affiche. Donc c'est l'intérêt d'une PWA, c'est qu'on peut l'installer, déjà premier intérêt. Et puis après, il y a d'autres intérêts, c'est qu'elles ont des fonctionnalités natives. Elles ne les ont pas toutes, mais elles en ont un certain nombre. Il y a notamment la possibilité d'envoyer, de recevoir des push notifications. Hein, c'est pour ça que Zilio le propose. Si vous êtes dans paramètres, alors on a fait tout un stream sur ce sujet. On peut envoyer et recevoir des notifications, et ça, c'est grâce au standard PWA. Il y a d'autres intérêts, notamment l'offline. On peut, grâce à PWA, on a des API, nous, développeurs, on a des API qui nous permettent, en fait, de mettre l'application en offline. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un mode assez particulier, c'est pas facile à mettre en œuvre. Hein. On a passé pas mal de temps sur ce sujet. Je crois qu'il existe depuis 2 ans maintenant. Et donc, je vais vous l'exposer maintenant. Alors, ce que je vais vous proposer... Ah, attendez, j'ai plein de messages. Alors, Olivier nous dit, ça va bien, merci. Une marche au soleil. Ah oui, j'ai déjà lu. Je suis en région nord vaudoise. Ok. C'est juste 2 lignes dans la page et un fichier manifeste. Juste 2 lignes dans la page. Ah oui, tu parles d'une PWA. Ouais, c'est un peu plus que ça en fait. Parce que malheureusement, les iPhones ne supportent pas tout le standard PWA. Et donc, il faut en faire un peu plus. Par exemple, lorsque vous lancez une PWA, vous allez voir ce qu'on appelle un splash screen. Vous allez voir le logo de l'application en grand sur l'écran. Et en fait, sur Android, il n'y a rien à faire. Et sur iPhone, ce n'est pas supporté en fait. Donc, c'est à nous de coder
ce splash screen. C'est à nous de redimensionner un splash screen par résolution d'iPhone. Donc je crois qu'on en fait 15, un truc comme ça. Et puis d'autres petits tricks, des petites propriétés par-ci par-là qui sont pas standards, mais qu'il faut quand même mettre pour iPhone. Mais ouais, sinon c'est pas grand-chose. Hein. En théorie, supporter plus de PWA, c'est pas grand-chose. Après, il faut quand même le développer. C'est-à-dire que l'offline, c'est pas gratuit. Il faut le développer. Par exemple, les push notifications, il faut les développer aussi. Hein, c'est pas gratuit. Mais effectivement, déclarer un site web en PWA, ça peut être rapide. On peut installer sur PC, ouais, tout à fait. Sur PC, macOS, et on bénéficie des mêmes caractéristiques. Si vous l'installez sur le PC, vous allez avoir dans le panneau de notification ici, vous allez voir l'équivalent des push notifications. Ok, on va supprimer ça. Moi, je vais vous proposer, parce que j'ai préparé quelques petits contenus, voilà, je vais vous proposer une petite table de formation. Donc, on va créer une nouvelle table. Je vais l'appeler cours. Et on va garder le nom. On va créer une colonne description. Voilà. Alors, je ne vais pas vraiment répéter, hein, je vais juste créer des contenus. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, moi, ce que je voulais aussi, c'est rajouter. Attendez. J'ai déjà oublié. Hein. J'ai préparé un PDF, un MP3 et une image. Voilà. Donc, document. Donc, ça va être notre PDF. On va dire que c'est un fichier. On va rajouter une colonne son, audio, on va dire, voilà, cours audio. Et ça va être un fichier. Voilà. Et on a dit aussi une image. Donc, je vais aller ici, créer une colonne, image ou illustration. Allez, illustration. Voilà, image. Voilà. Donc, on va créer un cours. Et pour ça, j'ai préparé un fichier texte. On va copier-coller. Voilà. Attendez, je vais être peut-être un peu malin. Je vais prendre ça, le mettre à droite et en mettre du à gauche. Tac, je prends ça, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va dire que c'est aussi la description. Mon document ici, je prends projet. Attendez, c'est bloqué. J'ai cliqué sur un répertoire distant. Merci Windows. On attend Windows. On va dire épingler, désépingler. Okay. Donc on va le bureau. Le bureau, on a. Qu'est-ce que j'ai pris? Le document. Voilà, donc c'est un répertoire distant. Notre document, ça va être formation.pdf. Ensuite, audio, ça va être le MP3. Illustration, ça va être formation. Voilà, on est bon. Voilà. Je vais essayer des messages. Moi, j'aime bien mettre illustration là, pas trop loin. Voilà, donc on a un premier cours. Ici, je ne vais pas avoir le temps d'en mettre plusieurs, enfin, je ne vais pas préparer non plus plusieurs. Et on va créer une table pour aller un peu plus loin dans la démo. Module avec un S, nom du module. Voilà, et puis. Attendez, je peux fermer ça. Hein. Voilà. Je zoome pour vous. Et donc ici, on va rajouter le nom du module. Enfin, c'est vraiment pour agrémenter la démo. Hein, la table cours suffisait. Module. Voilà. Et si je rajoute un module, alors qu'est-ce qu'on a mis
digitaliser. Tac. Tac. On va ici rajouter un module. Voilà, on va digitaliser le micro-entreprise. Voilà, on récupère le nom et du coup on va pouvoir faire un lien ici avec la deuxième. Mais t'es pas obligé, hein, j'ai un peu compliqué la démo pour rien. Voilà. Et on pourrait mettre une relation. Non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas rendre plus compliqué. Ok, je ne vais pas créer les messages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un écran ici et on va afficher la liste des cours. Ok, alors, attendez. On va mettre un petit écran de bien vu. Voilà. On va ajouter un écran qui va lister les modules. Donc, j'ai pas mis d'image, ok. On n'a pas d'image, donc c'est pas grave. On va pas utiliser gris, parce que gris fonctionne bien quand on a des images, quand c'est bien illustré. Mais là, du coup, on va utiliser la liste. Voilà. Voilà, je renommais mes écrans pour les choses propres, modules. Voilà. Donc, on a la liste des modules et on va poursuivre avec un écran qui liste les cours. Voilà. Voilà, on relie tout ça. Voilà. Voilà. On va améliorer un peu notre démo. Ça me permet de vous remontrer les fonctionnalités que vous n'avez peut-être pas vues dans les précédents streams. On va activer ici Google Font. Voilà. Et on va chercher une petite police sympathique. Elle n'est pas forcément adaptée, hein. On va voir. Ouais, ça va pas. Ça va pas du tout. Ah, Fira. Elle est connue celle-ci. Je crois que c'est une fonte utilisée dans VS Code, qui est un outil de développement. Voilà, c'est sympa. Puis voilà, le Veloria là qui fonctionne toujours. Écoutez, on est bon. Ici, on va filtrer quand même. On va dire module est égal au module sélectionné ici, depuis l'écran module. Écran module, non. Voilà. Et donc, si on teste, on a entrée. Voilà. J'aurais dû afficher le détail. Et donc, on va aller avec un écran de détail sur le cours. Voilà. Voilà. On voit que l'image n'est pas très adaptée. Alors, on va passer en mode paysage. Voilà, c'est pas très beau comme ça. Ok. Moyen. Ok, on va partir là-dessus. On a le nom du module, on a utilisé, description, voilà, on est pas mal. Attendez, je zoome pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, alors, on n'a toujours pas abordé l'offline, mais on va le faire, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Le nom, je vais vouloir utiliser un texte, et puis, voilà, en termes de hiérarchie visuelle, voilà, lancer son micro, description, en général une description, on va utiliser une suggestion, voilà. Et du coup, il nous reste à résoudre ce lien, ici. Et là, on devrait être bon, je teste, voilà, voilà, et voilà. On publie. Derrière.
Donc l'application est opérationnelle, je vais tester avec vous. Allez. Donc pour l'instant, elle n'est pas offline. Hein. On n'est pas passé en mode offline. Donc, OK, je fais bienvenue. Voilà, on est bon. Hein, on est bon. OK. Donc je voulais rendre cette application offline. Et en fait, pour rendre une application offline, il va falloir synchroniser les données. C'est-à-dire qu'en fait, les données qui sont présentes dans mon app, il va falloir les télécharger à l'avance. Parce que quand on est en situation de déconnexion ou en connexion très dégradée, c'est trop tard. C'est trop tard pour aller chercher les données, parce que justement, on a des difficultés pour y accéder. Donc il va falloir pré-télécharger les données à l'avance. C'est un peu comme Netflix, si vous téléchargez une vidéo, une série à l'avance, vous allez pouvoir regarder dans le train, dans l'avion, etc. Mais pour cela, il faut télécharger en avance. Donc ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'en situation de bonne connexion, il va falloir synchroniser votre application. Okay. Donc on va se rajouter un bouton. On peut le mettre n'importe où d'ailleurs. Je vais vous le mettre ici. Dans l'écran d'accueil. Rendre offline, je ne sais pas comment on va l'appeler. Rendre alors, offline, c'est c'est anglais pour le coup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Télécharger. Télécharger les cours. Voilà, on va mettre une petite couleur différente. C'est pas très beau. Voilà, télécharger les cours. Et donc, c'est à partir de ce bouton qu'on va pouvoir synchroniser justement notre contenu. OK, je vais donc dans Action et on va aller dans une section terminal, je crois. Alors, où est-ce qu'elle est? Appareil, voilà. Synchro hors ligne. Synchronisation en ligne. Et vous voyez ici, il n'y a pas de paramètres puisque nous allons tout synchroniser. Alors, le fonctionnement actuel vise en fait à récupérer toutes les données et à les télécharger dans le téléphone pour qu'elles soient disponibles. C'est fait qu'en mode offline, sans connexion, l'application, non seulement l'application va démarrer s'il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire que ce n'est pas que en fait télécharger les données, mais c'est aussi télécharger l'application en son entièreté dans le téléphone. C'est-à-dire que si vous avez des images, imaginons ici que j'avais mis une image, une illustration, elle fera partie de l'application et ce sera disponible. Donc c'est l'entièreté de l'application, tous les écrans, toutes les images et également les données qui vont être téléchargées dans le téléphone. Okay. Donc là on est bon, je publie. Et vous pouvez tester aussi, je vous invite à le faire. Donc là je scanne cette application, je clique dessus. Voilà, donc j'ai le message qui m'invite à l'installer. Je clique sur continuer. D'ailleurs, j'ai oublié, je voulais vous en parler tout à l'heure. On peut effacer ce message. Si vous allez dans paramètres, application, vous pouvez décocher cette option, l'invitation à installer. Votre application, elle n'a pas forcément vocation à être installée sur l'appareil de vos utilisateurs. On a certains cas où on ne souhaite pas forcément qu'elle soit installée. Elle peut être installée, mais on ne souhaite pas afficher aux utilisateurs tout le temps veuillez installer l'application. Dans notre cas, on va le laisser parce qu'on veut vraiment qu'elle soit installée. D'ailleurs, je vais vous l'illustrer. C'est-à-dire qu'ici, on a notre application avec le bouton télécharger. Je clique dessus. Et là, on dit, attention, l'application n'est pas installée. D'ailleurs, c'est logique, souvenez-vous.
c'est une PWA. Et une PWA doit être installée pour que les fonctionnalités de PWA soient activées par le téléphone. Donc là, en fait, on me dit, tu veux synchroniser? Mais attention, ce n'est pas une PWA, il faut vraiment que tu l'installes. Donc on va l'installer. Donc je vais dans le menu, ajouter à l'écran d'accueil, installer. Voilà, donc là, elle s'installe, ça prend 10-15 secondes. Voilà, ça a l'air d'être fait. Et donc cette fois-ci, je vais lancer l'application depuis le menu. Alors, où est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Offline. Écoutez, où est-ce qu'elle est? Quel est son logo? Oui, elle est là. Donc moi je la vois, elle est à gauche. Je la lance, splash screen. Voilà. Attendez. Ah oui. Attendez, j'ai un souci parce que j'avais déjà. Ah oui, j'ai deux applications offline parce que j'ai fait une démo pour un client l'autre jour. Attendez, j'ai pas lancé la bonne. Attendez, je désinstalle la mauvaise. Je lance l'autre. Voilà, c'est mieux. Je comprenais pas, j'ai pas du tout le bon écran. Et donc là, l'application est installée. Je vais pouvoir cliquer sur télécharger les cours. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez voir, on nous dit qu'on a synchronisé, je ne sais plus ce qu'il a dit, 3 ou 4 fichiers. Okay. Parce qu'en fait ici, ce que Zilio va surtout traiter, ce sont les données évidemment, mais aussi les fichiers. Les documents et les fichiers audio seront aussi synchronisés. Voilà. Donc du coup, les données sont présentes. Donc si je les active dans mon téléphone, à la fois le Wi-Fi et les données, voilà, là j'ai désactivé Wi-Fi et données. Hein, je peux même supprimer toutes les apps là, de la mémoire et je vais relancer l'application. Alors, est-ce qu'elle est offline? Voilà. Et là, du coup, l'application se lance. Voilà. Et donc là, j'accède à tous les écrans, j'accède à toutes les données de l'application. La synchro, alors on a une question de Martial. Synchroniser. Et quand les tables sont liées, ouais, en fait, qu'elles soient liées ou pas, ça ne change rien. Zilio, en fait, voit qu'il y a 15 tables et télécharge les 15 tables. D'ailleurs, on a un paramètre caché. On a un paramètre caché, il faudra peut-être qu'on le mette à votre disposition, qui permet d'indiquer de ne pas synchroniser telle ou telle table. Ok, une autre question peut-être de Martial. La synchro se fait sur toutes les tables qui sont utilisées dans l'écran. En fait, elle se fait sur toutes les tables, qu'elles soient utilisées ou pas. En fait, toutes les tables de cet onglet. Donc là, entrée. Voilà. Alors, après, c'est pas très intéressant ici, parce que j'ai pas mis les fichiers en fait. Si on prend. Donc là, il nous faut que l'on pose en audio. Je vais pas oublier l'essentiel. Donner un cours. Et donc là, c'est audio. Voilà, ça va nous permettre d'écouter le fichier audio. Et l'autre, c'est un document. Donc on va mettre télécharger. C'est un PDF. Cours. Document.
Voilà. On peut faire ça. Et donc là, c'est document. Voilà, j'ai oublié de faire ça. Je republie. Alors, Martial nous dit, ah ok, on fait la synchro de l'ensemble de l'appli en fait. Si on doit naviguer, est-ce qu'il faut synchroniser les pages une par une? Non, en fait. Non, la synchro est globale. C'est pour ça que je l'ai mise sur le premier écran. Quand vous lancez ici cette synchro, regardez, il n'y a aucun paramètre. Donc c'est une synchro globale qui doit avoir lieu en situation de connexion. Et à partir du moment où c'est fait, tout le reste est disponible. Juste une fois, oui. Alors, j'ai oublié de préciser également, quand l'application est hors ligne, évidemment, tout le contenu offline est utilisé, comme on vient de l'évoquer. Mais quand l'application est en ligne, le contenu offline n'est pas utilisé. En fait, ce qu'essaye de faire Zilio, c'est que quand le mode offline est activé, du coup, Zilio va aller sur Internet, donc va aller chercher le contenu de la table sur Internet, et si jamais il y a une erreur, il va en fait basculer sur le contenu offline. Voilà, une question de Martial qui nous demande et les données offline restent longtemps, pas de durée de cache. Ouais, il n'y a pas de durée de cache. Voilà. Alors, une autre question que je pourrais anticiper, quelle est la taille du cache? Donc, en fait, sur Android, il est de 10 Go. Et la dernière fois qu'on avait regardé sur Safari, sur iOS, il était de 1 Go. Donc, ça a peut-être évolué depuis. Et ça permet déjà de stocker pas mal de données. Vous voyez, pour un client industriel, on a créé une application de recettes. Donc, il y a 1000 recettes de cuisine avec des photos, beaucoup de descriptifs, beaucoup de statistiques sur les ingrédients, sur les vitamines, etc., les oligo-éléments. Et donc, il y a 1000 recettes, quelque chose comme ça en tout. Et ça tient largement, je crois que ça prend 400 mégas, un truc comme ça. Donc, ça tient largement dans les caches. Donc, je peux synchro aujourd'hui, alors c'est Martial qui nous dit, je peux synchro aujourd'hui et utiliser l'application demain sans réseau, je peux accéder. Oui. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un mécanisme, on dit fallback en anglais. Donc, si l'application se connecte correctement, c'est les données temps réel qui vont être accédées. Et si l'application ne détecte pas de connexion, effectivement, c'est le mode offline c'est les données téléchargées qui seront prises en compte. Si l'application n'a jamais été synchronisée via ce bouton, l'application va se lancer, mais vous aurez une erreur. Ici, là je pense qu'on pourra cliquer sur ce bouton entrée, mais quand on arrivera sur cet écran, Zilio dira mais j'ai pas de données, je n'arrive pas à accéder au réseau et j'ai pas de données locales, donc voilà, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, c'est de l'accès, pas de modification, et ni de créa. Oui, effectivement, j'allais en parler. Donc aujourd'hui, le mode offline se limite à la consultation. Il ne supporte pas encore il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse, mise à jour, création, suppression. Ouais. Ça, on va le faire. Après les 10 millions, je pense qu'on va adresser 2-3 petits sujets dont on parle depuis un moment. Je pense à celui-là, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je pense à un autre qui sont les abonnements via Stripe. Aujourd'hui, on peut payer des produits, des services via Stripe, mais on ne peut pas souscrire d'abonnement. Donc ça, on va le faire aussi.
des sujets qui s'inscrivent dans la continuité des choses qu'on a déjà, de fonctionnalités comme l'offline ou Stripe, mais en fait, on n'a pas été jusqu'au bout. En même temps, la consultation, c'est la plupart des besoins. Ok, Olivier nous dit « Ah, me revoilà, j'étais à la cuisine ». Ok, bah écoute, je peux te récapituler. En fait, on a créé ici deux tables avec des contenus un peu variés. Tu vois, on a du texte, on a une image, on a un PDF ici, on a un fichier audio. Puis, on a créé une application assez simpliste, hein, comme tu peux le voir ici. Et surtout, on a ajouté la possibilité de synchroniser. Ce que tu peux montrer, c'est que l'action de synchro peut être intégrée à un accès sans action conscient de l'utilisateur. Ouais, pourquoi pas, ouais. En fait, là, j'ai rajouté un bouton spécifique. On aurait pu l'ajouter à n'importe quel bouton. Hein. Limite, entrée, le bouton entrée pourrait synchroniser. Voilà. En fait, l'intérêt d'un bouton explicite, c'est que vous allez pouvoir mettre, vous voyez, si vous avez beaucoup de données à télécharger, là, je vois l'application dont je vous parlais, je crois qu'il faut 2 minutes 30, un truc comme ça, pour synchroniser. Donc, ça ne peut pas non plus se faire n'importe quand, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, on met un message, d'ailleurs, elle le fait toute seule, hein, il y a un message qui dit synchronisation en cours, ça dure un certain temps, et à la fin, même si vous progressez dans l'application, vous avez une notification qui vous dit synchronisation terminée, et elle vous dit d'ailleurs le nombre de fichiers qui sont synchronisés. Mais c'est possible en fait. Hein, donc, si vous avez un petit modèle, imaginons ici que vous avez 20 cours avec des petits fichiers, vous pouvez rendre cela transparent. Voilà. Dans l'application en question dont je vous parle, on a fait un écran de paramètres utilisateurs, où on trouve d'autres paramètres liés à l'application, pas que celui-là en fait. On a même mis un champ version sur l'application, et ce qui nous permet, en cas de problème, si un client nous dit « je ne comprends pas, j'ai pas la bonne version ou il me manque des recettes », du coup, mon client peut demander à son client « est-ce que vous pouvez voir dans les paramètres quelle version vous avez ?» Et du coup, la version, on la met dans une table. Voilà. Un petit trick. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que ça a beaucoup intéressé Martial, mais on avait parlé d'un projet de synchro. Alors, un autre sujet aussi. Parfois, j'ai des utilisateurs qui activent le mode offline en supposant que ça va donner des meilleures performances. En fait, non. C'est pas fait pour rendre l'application plus performante. Hein, c'est pas fait pour ça. En fait, ça la rend plus performante uniquement si la synchro est effectuée par l'utilisateur déjà, et uniquement si il n'y a pas du tout de connexion en fait. Hein. Parce qu'en fait, Zilio va aller chercher dans le cache uniquement quand il n'y a pas de connexion. Ou quand il y a un échec. Vous êtes dans un train, ça se déconnecte, ça se reconnecte, le mode offline peut être utilisé partiellement. Bah, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que je vous referai une démo lorsque les mises à jour, les créations seront disponibles. On reprendra ce sujet. Et puis, voilà, ça sera l'occasion de parler un peu des difficultés de resynchroniser des données. Parce qu'en fait, c'est tout le sujet, c'est que faisons-nous de données qui ont été mises à jour
en offline. Imaginons qu'un utilisateur modifie un cours. Imaginons qu'ici, on a des formateurs qui ont accès à cette table, qui modifient un cours en mode offline. À un moment donné, il faudra se resynchroniser pour mettre à jour ce cours, mais cela peut être fait par plusieurs utilisateurs. Donc, comment traite-t-on des synchronisations offline sur les mêmes données? Est-ce que c'est le dernier qui gagne? Voilà, donc en fait, c'est des sujets qu'il faut qu'on traite pour pouvoir proposer cette fonctionnalité. Et puis, il y a des sujets, imaginons un utilisateur supprime une donnée, et 2 minutes après, j'ai un autre utilisateur qui modifie la donnée qui a été supprimée. Donc, de son point de vue, la donnée n'a pas été supprimée. Or, la synchronisation fera que mon donnée sera supprimée. Voilà, donc c'est des petits sujets. C'est le plus rapide sur 100 millions de sprints qui gagne. Ouais. Ah, sur 100 mètres. C'est le plus rapide sur 100 mètres. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est le... Ah non, en fait, c'est le dernier qui gagne. C'est le dernier qui écrit sa donnée ou sa mise à jour qui gagne. Donc, je ne sais pas encore comment on va traiter ça. Est-ce qu'on va proposer un écran de résolution, vous voyez, au maker de l'application, administrateur de l'application, qui devra décider quelle donnée gagne? On ne sait pas encore. Ok, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller sur le Slack de Zilio en cliquant sur ce lien. Vous pouvez également visualiser les vidéos, les précédents replays. Je crois qu'on en a au 17, donc il y en a 16 qui sont présents. Donc, vous pouvez visualiser ces replays sur YouTube. Et puis voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Donc, ça ressemble à ça. On a des canaux aussi avec des discussions, idées d'évolution, partager les réalisations. Voilà, il y a Emmanuel qui nous a présenté son application qu'il a réalisée. Une application extrêmement riche qui permet de présenter des catalogues de produits et qui permettent de commander ces produits. Voilà, puis des questions-réponses sur des sujets divers et variés, comme vous pouvez voir ici. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Le lien est ici. Vous pouvez aussi le retrouver sur zilio.fr si vous allez tout en bas. Je scroll tout en bas, s'il veut bien. Voilà, ici, rejoindre le Slack. Voilà, et puis si vous avez un projet d'application, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes sur la démarche. Si vous voulez nos feedbacks, nos retours sur la difficulté ou la facilité de créer une telle application. Si vous voulez qu'on vous rassure sur la possibilité de créer cette application avec Zilio, à l'aide de toutes les fonctionnalités dont on a parlé, déjà sur 17 streams. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on peut se faire une visio et discuter de votre projet. On vous dira clairement si c'est viable et possible avec Zilio. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite un bon après-midi et je vous souhaite un bon week-end et à vendredi prochain.